Alors, comme vous le savez tous et comme mentionné par l'introduction aujourd'hui, l'un des principaux objectifs d'aujourd'hui est de souligner l'important travail accompli par les équipes partout du Québec, soutenues par le ministère et d'autres partenaires. De la publication du cadre de référence de l'approche de partenariat entre les usagers, les proches et les acteurs en santé et en services sociaux, au déploiement de l'approche par l'entremise de ces 21 projets structurants au sein des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Cette prochaine présentation, offerte par notre chère collègue et responsable scientifique du CEPPP, Audrey L'Espérance, fera un tour d'horizon du contexte et des projets mis en valeur lors de cet événement. Donc, j'invite en scène Madame Audrey L'Espérance. Je m'installe. Bonjour à tous. J'enlève ça. C'est vraiment un très grand plaisir de vous voir et de vous avoir en ligne. J'ai passé les derniers mois à vous parler, des fois individuellement, des fois collectivement. Alors, pour moi, c'est un moment très important. Je prends mon petit. Je suis la seule aujourd'hui à avoir une présentation avec des diapositives. Alors, je vous le dis tout de suite, le but, c'est des échanges en ligne. Mettez-vous à vos claviers. En salle, utilisez les micros. C'est fait pour ça. Aujourd'hui, on échange et on partage nos expériences. Nous voulons tous un réseau de la santé et des services sociaux curieux et ouvert à une grande diversité de savoirs, d'expertise et d'expériences. On le veut plus humain, plus personnalisé et surtout plus efficace pour soigner et accompagner. Depuis plusieurs années, on assiste à une évolution importante de la place et du rôle que l'usager souhaite et peut occuper dans sa trajectoire de soins et services, ainsi qu'au sein du système de la santé et des services sociaux. Le Québec s'est inscrit dans cette évolution dès 2010. En 2018, comme le disait le sous-ministre et Caroline, le ministère de la Santé et des Services sociaux publiait le cadre de référence de l'approche de partenariat entre les usagers, leurs proches et les acteurs de la santé et des services sociaux. Ce cadre de référence visait à guider les usagers, les proches, les intervenants et les gestionnaires du ministère et du réseau, en sensibilisant d'une part toutes ces personnes, mais surtout en définissant des balises d'une pratique en devenir. Le réseau en entier trouvait dans ce document un outil de référence pour mieux comprendre l'approche de partenariat et surtout réfléchir aux façons de la mettre en œuvre dans leur milieu. Mais vous savez mieux que moi, et encore plus maintenant, qu'il n'y a rien comme l'expérience pour réellement entreprendre un changement de culture comme celle-là. L'appel de projet qui a été lancé en 2019 est venu consolider les volontés en mettant en scène des acteurs du terrain dans des projets structurants à fort impact sur vos milieux. L'appel de projet avait pour but de favoriser l'implantation et la pérennisation de l'approche de partenariat dans les établissements publics du réseau dans le respect des balises du cadre. Encadrés par la direction de l'éthique et de la qualité du ministère, les projets ont été soutenus et orientés tout au long de la période de la mise en œuvre qui devait s'écouler initialement entre mars 2019 et février 2021. On les a bien sûr prolongés en raison de la pandémie de COVID-19 jusqu'à mars cette année. Cet appel de projet a permis de financer 21 projets au sein d'autant d'établissements du réseau public de la santé et des services sociaux. Nous avons catégorisé ces projets à l'intérieur de 4 catégories que vous allez peut-être revoir aujourd'hui. Donc, 4 projets qui avaient pour but la création ou la pérennisation de bureaux de partenariat. 5 projets qui touchaient une vision ou une communication plus large, une sensibilisation d'un établissement à l'approche. 7 projets consistaient à revoir une trajectoire de soins et services en partie ou en entier. 3 projets abordaient la sécurité des soins et des services plus spécifiquement. Et 2 projets étaient des projets de création d'offres de services totalement nouvelles en collaboration avec les communautés. 2 projets d'entre eux comportaient des volets d'éducation thérapeutique.
En bref, les 21 projets représentent 22 établissements du réseau sur un total de 34 et 14 régions socio-sanitaires sur un total de 18. Sur la carte suivante, vous pouvez voir la répartition des projets par région socio-sanitaire. Seulement Saguenay, Outaouais, Lanaudière et Laurentides n'avaient pas de projet, mais depuis 2019, ils se sont joints à la famille du partenariat, si ce n'était pas déjà le cas. Des 21 projets soutenus par le ministère, 12 projets avaient une étendue territoriale, donc PANCIS ou PANCIUS. 2 projets concernaient des centres hospitaliers dans leur ensemble. 5 projets se concentraient sur une unité ou un service en particulier et 2 projets étaient totalement nouveaux en création. Globalement, le sous-ministre vous l'a dit, la valeur totale qui a été investie par le ministère va au-delà d'1 million de dollars et les établissements ont investi une part égale ou un peu supérieure en portant la valeur totale des investissements de ces projets à 2 669 627 $. Ensuite, on a regardé un peu les projets pour voir comment on pourrait les recatégoriser par type de population, par conditions de santé concernées, par milieu clinique qui ont été touchés par les projets. Bon, ici, ça ne peut pas totaliser 21 projets parce qu'il y a certains projets qui ne marchaient pas dans ces catégories-là, mais ça peut vous donner une idée un peu de l'étendue de ce qu'on a créé depuis 3 ans. 4 projets parlaient des personnes âgées, 1 des populations pédiatriques, 6 de la population générale, 1 concernait spécifiquement les personnes proches aidantes et 1 les jeunes. On parlait de soutien à domicile, de chirurgie, d'éducation thérapeutique, de cardiologie et de pneumologie. On parlait aussi de santé mentale, de vieillissement, de maladies chroniques, de santé digestive et de santé cardiovasculaire. Vous voyez à quel point le réseau s'est déployé sous toutes ses formes. Les initiatives de partenariat se réalisaient majoritairement sous le leadership des directions qualité, évaluation, performance et éthique. En passant, ce n'était pas seulement eux, mais c'était majoritairement vos directions qualité qui prenaient le leadership. 13 projets sur un total de 21, soit 62% des projets avaient ce genre de leadership, soit de la direction comme telle, ou soit du bureau de partenariat qui était souvent logé à l'intérieur de vos DQP. On a fait quelques constats dès le départ. 1, les projets en région priorisaient surtout la création de bureaux de partenariat comme des structures pérennes de soutien au partenariat avec les usagers et leurs proches. Les institutions à Montréal et à Québec ont travaillé essentiellement sur des projets cliniques qui étaient axés sur les trajectoires de soins et l'expérience des patients et des patientes. En passant, on avait aussi l'impression à ce moment-là, dès 2019, que certains de vos établissements pouvaient déjà compter sur des bureaux de partenariat qui étaient bien inscrits déjà dans l'organisation, ce qui a beaucoup aidé. Quelques éléments de contexte qui nous avaient été rapportés par les équipes comme étant des leviers qu'ils voulaient utiliser pour la réalisation des projets. Le cadre de référence, bien sûr, mais aussi les futures visites d'Agrément Canada et même les normes qui avaient été élaborées par l'Organisation des normes en santé autour de l'expérience des usagers, tout en particulier. Il y avait une influence favorable et un soutien soutenu à travers la communauté de pratique de partenariat avec les patients et le public, cette communauté expérience et partenariat qui est menée et coordonnée par l'équipe de Marie-Pascale Pomé. À l'interne, vous parliez de l'intérêt de vos directions, du plan annuel de vos établissements, de comités directeurs très volontaires à s'impliquer, de principes directeurs qui vous aidaient à placer votre projet et à le mener à bien. Vous parliez de politique de vos établissements, de cadres de référence même internes qui vous aidaient à bien positionner votre initiative comme une initiative majeure. Vous aviez un désir très fort qui se sentait dès le départ d'implanter des bonnes pratiques de partenariat. Vous ne vouliez pas seulement entrer en partenariat, vous vouliez le faire bien.
On nous parlait d'entrée de jeu de besoins organisationnels clairs. C'était un défi. On voulait connaître les meilleures pratiques en partenariat avec les usagers et leurs proches, incluant la dimension éthique. C'était une chose qui était mentionnée énormément dans vos rapports. C'est pour ça que le ministère a fait appel au Centre d'excellence pour qu'on puisse, en tout temps, injecter vos projets de nos connaissances, un peu comme un levier provincial. Vous vouliez aussi obtenir du soutien méthodologique et logistique, parce que le partenariat, c'est tout un travail. Accompagner le changement de culture, sensibiliser les gens dans vos équipes. C'était un travail de tout instant qui devait être fait avec doigté et vous vouliez être soutenu. Il existe une volonté réelle d'embarquer dans un changement de culture et de permettre des projets innovants effectués en partenariat avec les usagers, leurs proches et les comités d'usagers, qui souscrivaient à l'objectif ultime de créer de la valeur en santé et en services sociaux. Les travaux des équipes souscrivaient tous à la logique de renforcer les capacités organisationnelles et individuelles, soit en mettant en place des infrastructures de soutien ou en développant des outils plus adaptés pour que vos équipes soient équipées à entrer en partenariat. Peu importe l'approche que vous avez adoptée au sein de vos établissements, en entamant vos travaux en partenariat avec les usagers et les proches partenaires et avec la collaboration des comités d'usagers, vos équipes nous ont communiqué faire plusieurs apprentissages importants tout au long du parcours. Pour les projets de trajectoire, les besoins d'accompagnement durant le processus de partenariat et l'aide au recrutement ont été identifiés comme des besoins et des défis constants. Les projets de bureau et de culture, ceux qui veulent sensibiliser les organisations, sont pris avec beaucoup de demandes concurrentes. Le partenariat a la cote. La gestion des demandes d'accompagnement qui émergent des secteurs, des directions, des unités peuvent devenir un défi de priorisation et de gestion des ressources humaines. Le maintien et l'animation d'une communauté sont vus comme essentiels, mais nécessitent du temps, des ressources humaines qui ne sont pas toujours disponibles, surtout en temps de pandémie. Plus les relations avec les usagers et les proches partenaires étaient fortes et durables avant la pandémie, et plus facile il aura été pour vous de conserver l'engagement de vos usagers partenaires tout au long du projet. Plus mature en termes de partenariat, ici je dis plus d'expérience, pas nécessairement de connaissances. Plus vous étiez agile pour modifier vos modes de travail, assurer la continuité du partenariat avec les communautés d'usagers autour de vous. Mais dans tous les cas, les changements de personnel ont été un obstacle à la relation de partenariat et la progression des travaux. Je ne veux pas mettre le glas sur la journée extrêmement positive qu'on a, mais je pense que les défis, on peut les aborder, et surtout les défis que vous avez dû à traverser pendant la pandémie. La COVID a clairement bousculé tout le monde. Les projets de partenariat ont vécu leur lot de chamboulements, et on peut voir que 11 projets, et le sous-ministre le mentionnait, je pense qu'il faut le souligner, 11 projets qui ont vraiment continuer leur plan de travail normal. 4 projets qui ont fait des changements importants, mais qui n'étaient pas nécessairement dus à la pandémie. 4 projets ont réorienté une partie du travail pour justement pouvoir adapter leur projet aux nouvelles conditions de la pandémie. Et seulement 2 projets sont en arrêt complet. Sur 21, c'est exceptionnel. Bravo. Certaines équipes qui ont continué leur projet en début de COVID soulignent que les étapes qui sont franchies pendant cette période étaient marquées par une diminution de l'implication des usagers partenaires et des membres des comités d'usagers. Selon les équipes, dû à cette moindre implication qui était due à plein de choses, elles ont ressenti rapidement le manque de diversité de savoir. On a beaucoup d'équipes qui nous ont dit que c'était plate de travailler sans nos usagers partenaires. Pour ces équipes, il a été important de rapidement identifier des solutions pour assurer l'implication des usagers et des proches partenaires au sein de leur projet. Ça s'est produit par l'entremise de la reprise de contact, l'utilisation du virtuel, la création de réunions pour partager nos expériences,
Donc, il était nécessaire de créer une discussion en continu avec notre avec nos communautés d'usagers et de proches partenaires pour pouvoir repartir la machine au moment où ça serait opportun. Les rencontres virtuelles ont permis à certaines équipes d'assurer le suivi continu des projets, mais d'autres ont trouvé ça difficile de faire ce passage au virtuel. Donc, il n'y a pas de one size fits all, si vous me permettez l'expression anglaise. Ils influencent plusieurs de vos livrables. Vous avez développé des outils de communication, des contenus de formation, des trousses d'accompagnement, des guides de l'usager et du proche partenaire, des outils d'évaluation, des outils d'identification d'usagers et de proches partenaires, des chartes éthiques du soin. Vous avez développé beaucoup de choses et dans plusieurs cas, vous m'avez dit l'avoir fait avec des usagers et des membres de communautés d'usagers. On a essayé de comparer qu'est-ce qui se passait avant la pandémie et après la pandémie, en comparant vos FFOM, forces, faiblesses, menaces, opportunités, avant et après. Je peux vous dire qu'on en a appris pas mal. La comparaison nous a aidé à identifier que avant la pandémie, vous nous parliez beaucoup de besoins d'outils de formation et de soutien au développement des capacités dans vos milieux. Je peux vous dire que vous ne nous en avez pas parlé après la pandémie. Pourquoi? Parce que vous avez développé des capacités à vous à travers la collaboration provinciale. Ensuite, vous nous avez dit avoir de la difficulté à rejoindre des usagers, à trouver des endroits où recruter. Mais bref, vous avez réalisé ce défi-là et même complètement débarré cet enjeu ou ce défi-là. Plusieurs d'entre vous nous disent aujourd'hui pouvoir compter sur une communauté qui s'élargit, avoir des stratégies de recrutement qui sont plus systématiques. Vos milieux valorisent beaucoup l'apport des usagers et leurs proches dans votre travail et la réalisation de vos objectifs. Plusieurs équipes mentionnent même la nécessité de sensibiliser la population et les intervenants communautaires à l'approche de partenariat. On veut que ça aille plus loin. Plusieurs équipes m'ont souligné l'importance d'une évaluation continue du projet, surtout en contexte de crise, pour augmenter la flexibilité et la capacité d'adaptation des équipes et surtout restreindre et modifier les projets selon la variation des contextes, donc d'être capable d'être plus agile. Bien que le partenariat avec les usagers prenne racine dans une majorité des établissements de la province, les équipes doivent comprendre non seulement comment leurs environnements sont propices au partenariat avec les usagers et leurs proches, mais aussi comment ils peuvent poser des barrières à leur capacité à co-construire avec eux. Un écosystème sain est nécessaire pour maintenir des relations efficaces entre les usagers, les proches, les cliniciens, les citoyens et les dirigeants du système de santé. De plus en plus de données probantes font état d'éléments clés de soutien à l'engagement au niveau individuel, organisationnel et systémique. Dans le contexte québécois, les éléments essentiels pour renforcer cet écosystème sont les suivants. Un espace provincial pour faciliter l'apprentissage croisé et le renforcement des capacités dans les domaines, les populations et les contextes d'engagement. Le développement d'une culture de partenariat dans les établissements, mais aussi au ministère, qui passe par la vision, les modes de gestion et les pratiques de soins et services. Et finalement, le renforcement des capacités de gestion de projet, d'évaluation et de formation de tous les partenaires pour soutenir des pratiques de partenariat qui sont réfléchies et qui entraînent un changement efficace. Enraciné dans l'idée que les soins de santé sont au fond une activité humaine basée sur la relation, la création d'un écosystème favorable au partenariat avec les usagers et leurs proches est une condition préalable à la coproduction de la santé et des soins. Comme l'illustre notre travail, la communauté partenariat du réseau est confrontée à des défis communs qui peuvent être résolus à l'aide de collaborations à l'échelle provinciale. Par exemple, de nombreux établissements sont maintenant dotés d'un personnel qui est spécialisé dans le recrutement, j'en vois plusieurs ici, à l'intégration des usagers, ainsi qu'au suivi aussi d'indicateurs pertinents des activités et des résultats à court, moyen et long terme. Cependant, beaucoup se heurtent toujours à des questions fondamentales communes auxquelles une réponse locale n'est que partiellement possible. Les équipes des 21 projets
ont accepté de partager, et en passant, vous avez été extraordinaires de réaliser ça à si peu de temps. Bravo. Leur expérience en préparant des synthèses de leurs projets sous forme d'affiches et de vidéos que vous pouvez trouver sur le site Internet du CEPPP. Pour les personnes en ligne, mes collègues vont vous le partager directement dans le lien sur le chat. Ces fiches, je les ai regardées hier, elles sont toutes extraordinaires. C'est vraiment un beau reflet de votre travail. Bravo. Je voulais finir sur une dernière petite pensée. Ces 21 projets, ils voulaient activer un leadership transformationnel, favorisant l'évolution de la culture organisationnelle au cœur du réseau. On voulait voir l'émergence de projets novateurs et porteurs. Je peux vous dire que les 420 personnes qui sont présentes aujourd'hui sont un reflet de l'intérêt et du sérieux qu'on accorde à cette approche et du très beau travail qui a été réalisé depuis 3 ans. Aujourd'hui, c'est la célébration d'un travail important, du développement des capacités de notre réseau de la santé et des services sociaux à entrer en dialogue et en partenariat avec les usagers et leurs proches et à surtout co-construire la santé ensemble. Je veux profiter de cette tribune pour féliciter tous les membres des 21 équipes qui sont parmi nous aujourd'hui, mais aussi toutes les équipes qui se sont rajoutées depuis 2019 à la grande famille du partenariat. La voix des usagers et de leurs proches est essentielle et doit résonner dans nos organisations. Merci d'être des porte-voix, des canaux de transmission, des collaborateurs amicaux et critiques. On a une rare occasion aujourd'hui de pouvoir échanger sur nos expériences, de célébrer nos réalisations et de voir un peu plus loin les défis et les beaux projets qui nous attendent. Je termine en remerciant tous les participants ici dans la salle et à distance. Votre présence est un signe qui réside une grande valeur dans le partenariat avec les usagers et leurs proches. Merci. Merci. Merci beaucoup, Audrey, pour ces merveilleux tours d'horizon de ces projets extraordinaires et pour avoir souligné l'immense travail que, malgré la pandémie, les équipes du Québec, ont pu poursuivre, maintenir et développer. On est actuellement très à l'avance dans notre horaire, qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Donc, actuellement, si vous me permettez, j'aimerais prendre ce moment, si on pourrait actuellement féliciter toutes les équipes avec un applaudissement. Parce que je pense que pendant qu'on a eu les présentations de Audrey, je regardais autour de la salle et j'ai vu la reconnaissance vraiment. Et je pense que ça a été un bel moment pour chacun d'entre vous, notamment les équipes qui sont ici avec nous, de réaliser à quel point c'était important votre travail et merci beaucoup. On peut aussi prendre certaines questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle présentement? Peut-être je demande à Audrey de revenir. Et puis, est-ce qu'on a soit des questions qui ont été en ligne concernant le sommaire sur les projets et ou en salle ici? On peut prendre probablement 10 minutes pour prendre des questions et puis on va prendre une plus longue pause avant de recommencer à l'heure prévue. Donc, on aura une question de M. André Mire, qui est patient partenaire. Quelles activités prévoyez-vous élaborer pour maintenir et enrichir la collaboration provinciale? Mais déjà, là, je vais parler de choses qui sont déjà en place, mais la communauté de pratique sur l'expérience et le partenariat a été vraiment un levier, je pense, tout au long du projet. Pour y avoir assisté aussi à quelques reprises, je trouve qu'on vous vous êtes permis d'échanger énormément. Il y a beaucoup d'usagers, partenaires aussi qui participent. Ça aide à créer des liens aussi entre les projets. D'avoir des plateformes comme celle du Centre d'excellence qui peuvent aussi être à l'affût d'une vigie des bonnes pratiques. Je pense que ça a aidé aussi les quelques webinaires que j'ai faits. J'ai senti que les équipes avaient vraiment apprécié. Donc, d'être beaucoup plus, de se trouver des manières d'être ensemble dans ce travail-là, d'apprendre des expériences des uns et des autres.
Je vais donner un autre exemple très concret. Chaque projet a sa distinction, hein. Il n'y a jamais un projet de partenariat qui est pareil aux autres. On a des lignes directrices, des principes qu'on suit, mais de projet en projet, on apprend, on développe nos capacités, on développe des outils. Puis donc, d'être toujours connecté à une communauté de pratique, par exemple, ou à d'autres personnes qui le font, ça nous rend très rapidement agiles quand c'est le temps de rebondir puis de développer un nouveau projet. Maintenant, les demandes ne viennent plus des mêmes places, hein. Des fois, il arrive de certaines directions cliniques ou des unités même qui ont des idées. Puis de pouvoir dire à votre communauté provinciale, « Hey, vous, avez-vous eu un projet qui ressemble à celui-là? » Ça peut vraiment rapidement vous mettre dans une posture justement d'expertise, puis d'être capable d'être en soutien encore plus efficace. Donc, le partenariat, c'est autant des outils que des personnes. C'est d'être capable d'avoir des espaces aussi pour ventiler, pour parler des défis, puis aussi pour se donner des ressources. Donc, je ne sais pas si c'est concret, André, mais je pense que c'est comme ça que je l'ai ressenti tout au long des 3 ans. On va commencer avec la madame sur le droit. Oui. Okay. Bonjour. Je suis coach agile, fait que je suis vraiment contente de découvrir la complicité qu'il y a entre le service de soins et l'approche, en fin de compte, d'inclusion de l'utilisateur. C'est mon quotidien que je fais au niveau dans l'industrie. Puis j'ai découvert ça au CHUM parce que j'ai eu besoin de soins. J'aimerais savoir quelles sont les actions prévues pour pouvoir faire rayonner et sensibiliser la population à l'effort qu'ils peuvent mettre pour vous aider à rendre leur parcours de soins plus agréable. Là, je vois plein de gens qui auraient le goût de répondre parce que moi, je ne suis pas certaine, mais je peux vous dire que c'est sûr que c'est un message qu'on entendait par les équipes aussi qui se disaient hey, « si on avait plus de gens dans notre communauté autour de l'hôpital, autour du 6 ou du 6, qui connaîtraient ces opportunités-là de s'impliquer dans le réseau, peut-être ça nous aiderait, puis on aurait peut-être un dialogue plus constant. » Donc, il y a peut-être cette volonté-là. Puis, je ne sais pas si vous avez envie de répondre, c'est un échange, hein? C'est pas moi qui représente la communauté, alors n'hésitez pas à prendre le micro. Pour répondre à André, c'est un autre André qui va parler. Je suis du CEPPP et on fait la tournée des régions présentement. Et probablement, peut-être qu'on n'a pas passé dans ton coin, mais on fait le tour. Moi, je m'occupe de l'Abitibi et la baie James. Fait que c'est sûr, peut-être qu'on ne se rencontrera pas, parce que c'est loin un peu. Mais toutes les régions vont avoir été touchées par quelqu'un. Et je t'invite à checker tes courriels ou les invitations, parce qu'on va toutes vous rencontrer pour savoir c'est quoi qui marche bien dans votre place, le bien puis pas bien. Puis après ça, on va avoir un colloque au mois d'octobre où on va tous vous inviter via Zoom pour discuter de qu'est-ce qu'on a relevé à la grandeur de la province de Québec, des bons coups, des mauvais coups. Fait que c'est une information que je voulais donner à ceux qui... parce que peut-être Montréal et Québec, c'est déjà fait, mais moi, je m'en vais bien plus là-bas à partir du mois de fin juin, début septembre. Ah, merci André. J'ai pas pensé le mentionner, mais la communauté de pratique des patients et du public en recherche qui est attachée à l'unité soutien SSA Québec. C'est une communauté de pratique qui est totalement indépendante. On les aide un peu, on les organise, mais je vous dirais que ça va super bien toute seule. Puis cette initiative-là, ils l'ont développée par eux-mêmes dernièrement d'aller faire cette tournée des régions pour aller justement créer une communauté de patients et d'usagers partenaires partout au Québec. Puis c'est une communauté de patients par des patients. Donc, ce n'est pas juste des initiatives qui doivent partir du réseau, hein. Ça peut être aussi des initiatives qui partent des patients. Puis celle-là, merci de l'avoir mentionné. C'est un très gros levier. Jean-Guillaume? Est-ce que vous pouvez dire votre nom? Oui. Oui, donc moi, c'est Jean-Guillaume Marquis. Je suis chef de service à l'expérience usagée et aux soins spirituels en Estrie.
Moi, je trouve la journée à part vraiment fort. Merci Audrey là, pour le tour d'horizon. Ça aide à prendre du recul puis à réaliser qu'on n'est pas où on était il y a 5 ans, 3 ans, tout ça. Puis là, je me disais, coudonc, c'est quoi, moi, mes besoins? Qu'est-ce qui m'aiderait? Tu sais, je voyais la liste de si des besoins de métaux, de ressources. Puis moi, je profite de l'occasion. Le micro est ouvert, mais on dirait que ce qui aiderait... J'ai l'impression que là, on a comme gagné en expertise, en façon de faire. Puis ce qui serait le plus aidant, ça serait de légitimer le partenariat. Tu sais, que nos collègues dans les directions cliniques entendent que le réseau veut du partenariat, puis que profitez-en, vous avez des ressources à l'interne qui ont des outils puis qui vont vous faire gagner du temps. Moi, le bout là, de légitimer, prioriser, sensibiliser, puis dire on veut du partenariat dans le réseau, je pense que c'est à ce moment-ci de l'évolution, moi, c'est ça qui m'aiderait. Merci, Jean-Guillaume. C'est un excellent point. Une chose aussi que j'entendais quand je parlais avec des collègues, c'était qu'il y avait des gens qui initiaient des projets en partenariat avec des usagers et leurs proches, mais qui ne savaient pas qu'il y avait des bureaux de partenariat ou qui ne savaient pas qu'il y avait des ressources en partenariat. Ça arrive, on a des gros établissements, des CIUS, des CIUS, c'est grand, c'est un territoire étendu. Donc, même juste de vous faire connaître comme bureau, ça peut être un défi, puis ça va au-delà de ça, mais c'est un bon point. Puis je voudrais juste compléter, là, c'est faire une nuance. Là. Je ne dis pas que le réseau le dit pas, mais je dis qu'il ne le dit pas assez explicitement. On l'entendait un peu plus tôt ce matin, on parle du plan de santé, de relance. Bien, moi, je trouve qu'il n'est pas assez fort. Je l'ai regardé, je l'ai analysé, je le vois, le verre, il n'est pas à moitié vide. Il y a des ancrages, mais ça pourrait être encore plus crystal clear, écrit noir sur blanc, puis que les gens ne se posent pas la question. Ça veut-tu dire qu'il faut travailler en partenariat, là, qu'on le sente vraiment fort, fort, fort? Merci. Moi, attendez. J'ai toujours de la misère. Il faut que je Faut reste vous une gardiez, marche, faut une vous marche gardiez plus haute. le Hein? masque en passant. Ben non, regarde de quoi j'ai l'air. Moi, je voudrais avoir une information. J'ai vu qu'il y avait... Merci. J'ai dire votre nom, s'il vous plaît. Ah, mon nom, c'est Édith Fournier. J'ai vu qu'il y avait 4 projets pour création de bureaux du partenariat. Je voudrais savoir si, quand on parle de cette création des bureaux du partenariat, est-ce que ça fait partie de la structure officielle de l'hôpital ou bien si c'est encore sur du bénévolat? D'après ce que tu dis, là, alors ça, c'est un énorme progrès. Bon, c'est tout. Oui. Merci, Edith. Oui, les 4 bureaux, c'était pas seulement des créations de bureaux, c'était aussi la pérennisation d'un bureau, donc vraiment de l'ancrer, mais c'est des structures pérennes avec des ressources humaines dédiées, oui, tout à fait. Oui, bonjour, Dominique Allard, je suis conseillère cadre pour le bureau pour SUS Centre-Sud. Je vais un peu rebondir sur ce que vous apportez, madame, et ce que Jean-Guillaume me nommait. Oui, on a un exercice à faire de promotion des lieux pour s'impliquer, pour devenir usagers ressources dans nos bureaux respectifs. Effectivement, on a un travail à faire pour se faire connaître, mais il y a aussi un travail à faire pour reconnaître cette implication-là. Hein, on dit haut et fort que le savoir expérientiel, ça a une valeur inestimable, qu'on a besoin des gens pour s'impliquer. Je suis ici avec ma collègue qui travaille avec les comités des usagers, qui sont aussi pour nous des partenaires intéressants, importants, qui sont des incontournables pour faire avancer les soins en ajustement avec les besoins réels. Mais il va falloir trouver des stratégies parce qu'effectivement, les bureaux ne sont pas des bureaux de bénévoles. Il y a des employés qui sont salariés, mais l'implication à ce jour des usagers ressources demeure une implication qui n'est pas considérée comme un travail à part égale. Donc, on se retrouve à leur demander de mettre beaucoup de temps avec nous, mais mis à part rembourser leur kilométrage qui était absent dans les dernières années de pandémie, alors on n'a pas eu beaucoup de leviers. Fait que ça, je pense que ça reste un enjeu. Le recrutement ne passe pas juste
par le financement. Ça, c'est clair. Les gens s'impliquent aussi par un élan du cœur, un élan de vouloir partager leur savoir expérientiel. C'est indéniable, mais je pense qu'on a quand même une corrélation à y mettre en termes là, de retour sur investissement. Ouais, merci. Tout à fait. Merci. Hugues. Bonjour, Hugues Villeneuve, coordonnateur du programme Patients partenaires à l'Institut de cardiologie de Montréal. Je voulais savoir s'il y a une stratégie pour mobiliser les médecins au Québec dans le partenariat. Et je parle FMSQ, FMOQ. Je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle aujourd'hui ou en ligne. Sondage. Probablement. Il n'y a pas beaucoup de mains levées. Donc, vu que c'est important qu'ils embarquent dans le train du partenariat aussi, là, je pense que les infirmières et tous les autres, on est bien embarqués dans le train. Il faut que l'équipe médicale embarque avec nous aussi. Ouais, merci, Hugues. Par la réaction, je me rends compte que c'est peut-être un enjeu qu'il va falloir discuter aujourd'hui et échanger pour trouver des stratégies. Alors... Mais on pourrait ajouter qu'effectivement, au centre, on a le plaisir de faire des collaborations et souvent parler avec des différentes organisations, incluant la Fédération de médecine spécialisée de Québec, le Collège de médecine Québec, les différentes ordres infirmières et des différentes ordres professionnels. Donc, ça prend sa démarche et puis il y a plus en plus des organisations qui réalisent et qui savent à quel point le partenariat est important dans leur démarche également. Donc, ça s'en vient et ça continue. Oui, André. André Gaudreau de Sherbrooke. Moi, ce que je vois, parce que ça fait depuis 2006 que je suis patient partenaire, mais plus en recherche. Dernièrement, je travaille au CHU avec Catherine. Et puis, on veut faire de la formation au niveau des patients partenaires avec les médecins, soit les chercheurs ou les médecins, etc. Parce que je donne la formation dans mes multiples chapeaux. Et puis, il y a une autre chose qui arrive, c'est qu'il faudrait aussi que les CIUS et les CIS développent des petits budgets pour pas juste payer le stationnement, parce qu'avec l'essence aujourd'hui, sans venir à une réunion, puis que la personne qui est retraitée, ça y coûte quand même assez des sous pour s'en venir ici pour donner sa voix, ou etc. Mais c'est là que je trouve qu'à un moment donné, il y a un bas blesse. Et je pense que si vous voulez reconnaître les patients partenaires qui aident votre équipe de médecins ou etc. à l'hôpital, il faudrait penser à une certaine reconnaissance sans qu'ils deviennent avec un salaire de médecin, mais au moins pour payer les factures un petit peu, comme on pourrait dire. Merci. Merci. On a-tu une lecture? Est-ce on voulait aussi voir est-ce qu'on a des autres questions en virtuel? Non? Des éléments? OK, parfait. Donc, on va prendre ces deux dernières questions et puis on va commencer avec notre pause. Can I have a translator? Go ahead, Rona. Good morning, everybody. I'm Rona Fleming. I'm patient partner with the University of Montreal and the Center of Excellence, but also with McGill University. My beef is mostly with McGill because, as you know, the stakeholders aren't properly linked. I do many, many projects, both in English and in French, and I spend a lot of my time explaining the difference between patient-centered and patient-partner care. So my vote is for patient education in terms of getting the word out there and why we're switching approaches and why it's important and why it is an added value to patients as a whole. And part of that is getting the larger regions and the larger hospital centers linked together so that everybody's on the same page. And yes, I'm all for compensating patient partners. And one of the great differences between McGill and the University of Montreal is that sometimes the University of Montreal is very generous and they compensate us. And McGill, even though I give them hundreds of hours a week, doesn't give me a single penny, not even for parking if I had a car. So my vote is for patient education across the board because patients have to get on board in terms of self-care and improving their own qualities of life as much as we want to improve the healthcare systems that we access. Thank you. Merci, Rona. Je vais faire la version résumée de ça. Donc, c'est Rona qui travaille beaucoup comme patient partenaire à McGill. Donc, elle a juste mentionné qu'il y a encore des défis à faire par rapport au lien entre les différentes organisations, même à l'intérieur d'une institution, donc entre les hôpitaux et des cliniques, etc. Et aussi le besoin d'aider à chaque fois, de clarifier les différences entre le soin axé sur, comme les soins centrés
sur le partenariat versus le partenariat patient et ses besoins de constante sensibilisation par rapport à des différents acteurs. Et en plus, la reconnaissance de ça via la compensation ou via la rémunération pour les patients. Donc, merci Rona. C'est un défi en constante, mais sur lequel on espère qu'aujourd'hui, on va avoir plus en plus. Cet événement va aider à sensibiliser plus du monde et on va avoir toujours les restants de cette journée-là qui va rester en ligne pour soutenir vous tous dans votre travail, mais également qu'on va continuer de travailler avec plus en plus des organisations, notamment aussi nos organisations plus anglophones ici à Montréal. Merci, Rona. Donc, bonjour, moi c'est Catherine Côté, je suis du CIS du Bas-Saint-Laurent, puis je reste dans le thème, en fait, c'était pour répondre à M. André de Sherbrooke. C'est pour aller plus loin dans cette réflexion-là. En fait, où on a un enjeu de reconnaissance, de compensation du temps et de l'expertise des usagers partenaires. Mais ce qui se passe présentement, c'est qu'on a un problème d'équité parce que les usagers qui vont avoir le temps et l'argent de s'impliquer, c'est des gens qui ont l'aisance économique de le faire. Alors, on a des clientèles pour lesquelles ces gens-là ne représentent pas leur réalité. On a besoin d'avoir leur point de vue, mais ils ne peuvent pas se disponibiliser, ils ne peuvent pas non plus se permettre d'avoir une perte de salaire. Alors, on se retrouve vraiment avec un problème d'équité, de représentativité, et on laisse de côté un pan très important de la population en faisant ça. Moi, je dis, c'est certain qu'il faut les reconnaître, les usagers partenaires. Est-ce qu'il y a moyen d'y aller à différents niveaux? Ne pas nécessairement le faire de mur à mur, de dire, bon, c'est 30 $ de l'heure par investissement pour chaque usager partenaire. Il y en a peut-être qui ont la possibilité d'avoir la main sur le cœur et se dire, bien, moi, je veux juste avoir une reconnaissance du travail que je fais, alors que d'autres vont avoir besoin d'une compensation monétaire pour pouvoir s'impliquer et participer à l'élaboration des services qui font du sens pour tout le monde. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était un peu le point, hein, tantôt, de trouver des façons. Vous êtes vraiment toujours en recherche, puis on le voit, là, de trouver les adaptations, puis trouver des modèles qui sont flexibles, puis qui vous permettent justement d'être en réponse à ce qui se passe, plutôt qu'avoir des structures trop encadrantes qui vont, en fait, ne pas vous permettre d'être réellement en relation avec les besoins aussi des personnes avec qui vous collaborez. Fait que merci beaucoup pour ça. On prend une pause, Caro? Oui. Donc, merci beaucoup pour cette période échange parce que ça a nous donné un peu le plus. Et actuellement, ça, c'est vraiment l'énergie qu'on voulait avoir pour la journée. Donc, comme Audrey a mentionné, c'est le seul grosse présentation pour la journée. Et le reste de la journée est vraiment de vous donner la voix, notamment nos équipes et des autres acteurs du partenariat partout au Québec, et puis vraiment avoir un échange. Donc, si vous avez l'intérêt d'aller en ligne sur crppp.ca en actualité, sur lequel vous pouvez trouver plus d'informations et une vitrine sur les projets partenariats. Merci beaucoup.